Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. On a un sacré débrief qui nous attend évidemment avec ce Grand Prix de Grande-Bretagne remporté par Lewis Hamilton devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Si vous découvrez ces débriefings, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, où on mettra évidemment la vidéo du live tout à l'heure dans la foulée, eh bien soyez les bienvenus. J'explique un petit peu comment ça se passe ici. Il y a 20 pilotes, il y a 20 résultats, il y a 20 courses dont il faut parler les unes après les autres, et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant, si ça ne vous dérange pas bien sûr, en commençant bien sûr par Lewis Hamilton. C'est d'un côté pratique évidemment que Lewis ait finalement réussi à remporter ce Grand Prix, puisque ça va nous permettre d'une certaine manière de revenir sur le problème du début de course, très clairement, et sur ce qui s'est passé dans ce premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Je parle bien sûr de l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Écoutez, il va y en avoir des choses qui vont être dites, il va y avoir des choses à dire, il va y avoir pas mal de choses évidemment qui vont être dites et faites sur cet incident. Déjà, la première chose, j'aimerais qu'on reste courtois dans le chat et dans les commentaires, même si honnêtement, c'est pas super simple non plus quand je vois l'état de Twitter notamment, où dans les 4 secondes après que j'ai mis un tweet simplement signifiant l'accident, il y avait déjà des mots innommables et abominables envers Lewis Hamilton notamment. Voilà, c'est quelque chose qu'on attendait. Je dis pas ça dans le genre, on aurait bien aimé qu'il y en ait un des deux qui se prenne un énorme crash, ça évidemment, loin de là, mais on s'y attendait plutôt. À l'incident et à l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, la lutte est très intense entre ces deux pilotes. On l'a vu hier, en fait, dès la course, la sprint qualifying, la qualification sprint d'hier. Bien évidemment, Pat, salut, t'en fais pas, merci Pat, je vais faire de mon mieux pour modérer le chat, mais le chat va se modérer lui-même parce que le chat est composé de gens extrêmement intelligents, et ça, je le sais, bien entendu. Mais du coup, on l'a vu hier en qualification sprint, les deux, ils se sont pas fait de cadeaux pendant tout le premier tour. C'était superbe à regarder. Verstappen a pris l'avantage sur Hamilton au départ, et ici Hamilton a tenté de lui rendre l'appareil. Assez particulier, je dois l'avouer, de voir qu'à Silverstone, l'intérieur fonctionne mieux que l'extérieur pour le départ, parce que, honnêtement, j'ai entendu des gens me dire que Hamilton partait du bon côté aujourd'hui, Verstappen du bon côté hier, et finalement, les rôles étaient inversés aujourd'hui. Moi, je trouve que, à partir du moment où les voitures passent sur la gauche de la piste, c'est à gauche, en fait, que ça devrait être le plus rapide. Mais finalement, à chaque fois, c'est à droite qu'on prenait les meilleurs départs. On l'a vu aussi pour la 4ème place, depuis la 4ème place de Leclerc, qui a réussi à passer Bottas directement. Ça s'est bagarré très très fort, et je pense que ça fait simplement partie de ces moments dans la carrière d'un pilote où on va se battre très 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 fort avec tout ce qu'on a, avec toutes nos tripes, et qu'à un moment donné, ça va taper, c'est sûr. De toute façon, on l'a vu avec Rosberg Hamilton, on l'a vu. À chaque fois, Ayrton Senna, Alain Prost, à chaque fois qu'il y a eu un grand duel, alors évidemment, à chaque fois c'était quasiment la même équipe, mais quand il y a eu un grand duel, il y a quasiment toujours eu contact à un moment donné, et c'est inévitable. Et là, on est sur un très grand duel, bien sûr. Et forcément, quand vous avez un grand duel, il y aura des moments un petit peu difficiles. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le Grand Prix, vous n'avez pas choisi le bon moment pour pas le faire, hein, déjà. Je ne vous félicite pas. Bon, évidemment, après, peut-être que vous n'avez pas pu, que vous avez une bonne raison, bien entendu. Mais, globalement, premier tour, en arrivant sur Copse, le virage à droite ultra rapide, on rappelle, le virage qui était l'ancien premier virage du circuit avant qu'on fasse la nouvelle portion. Hamilton a réussi à revenir très fort sur Verstappen, et Verstappen montre très clairement sa volonté de prendre l'intérieur et de bloquer Hamilton. Hamilton réussit tout de même à trouver un trou et dire non, je vais me mettre à l'intérieur. À partir de ce moment-là, ils sont à 290 km/h, voire 300. Au moment où ils vont rentrer dans le virage, les deux pilotes rentrent côte à côte. Hamilton s'ouvre légèrement, il se percute, et Verstappen part dans le décor et vient quand même subir un très gros choc, 51G. Il est encore groggy d'ailleurs pour les nouvelles, de ce qu'on voit notamment, ce qu'a dit notamment Jos Verstappen, le papa, à la télévision néerlandaise. Il est parti à l'hôpital du coup, notamment pour checker la tête. Il a un petit peu mal à l'épaule aussi, mais ça c'est normal après un choc pareil, mais notamment checker la tête qui n'est pas une commotion cérébrale, parce qu'il se sentait un petit peu, il avait la tête un peu légère, ce qui peut être tout à fait compréhensible sur un incident pareil. Après, honnêtement, si jamais c'est une commotion cérébrale, c'est pas non plus... il faut surveiller ça dans les premiers jours, mais il y a moyen que ça se résorbe assez vite. Donc faut espérer que ça va aller. Pour Max Verstappen, qui est allé à l'hôpital, il est sorti lui-même de sa monoplace, donc tout va bien globalement, on va dire. Donc on ne spécule pas plus que cela, mais en tout cas, il n'a pas dû être sorti de sa monoplace ou quoi que ce soit, il a marché jusqu'à l'ambulance.
Pour l'incident lui-même, écoutez, je dirais, c'est un peu ce que je dis depuis, depuis l'accrochage. Pour moi, c'est incident de course et plus vers Lewis Hamilton si on doit blâmer quelqu'un. Et de toute façon, la direction de course l'a fait en lui infligeant une pénalité de 10 secondes. Parce qu'en fait, c'est lui qui initie le dépassement, donc c'est quand même à lui de faire en sorte que tout se passe bien. Et en plus, Verstappen lui laisse la place. Alors, il lui a laissé un peu de place. Je suis le premier à vous le dire, effectivement. On a eu pas mal d'autres batailles, notamment à Copse, avec, je crois que c'était Fernando Alonso qui était en bataille. On a laissé peut-être la largeur de deux voitures, voire 2 voitures et demie. Ici, il laisse un peu plus d'une voiture, donc Verstappen fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est pas non plus obligé de dérouler le tapis rouge à Lewis Hamilton, et Hamilton rentre dans le virage, et voilà, ils sont simplement, je pense qu'on a 2 pilotes qui, à l'instant où le virage débute, ils se disent « je vais sortir de là premier ». C'est leur unique volonté. Au final, aucun des deux ne sort premier d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire, mais l'objectif simplement, je vais ressortir devant, et leurs trajectoires se sont simplement croisées. Ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive à l'endroit le plus rapide du circuit, ça aurait pu être un accident terrible, ça je le conteste pas, mais à un moment donné, Verstappen laisse la place, Hamilton s'ouvre un petit peu, voilà, on est dans une situation qui pourra peut-être rappeler un petit peu ce qu'on a eu avec Russell et Sainz hier. Et voilà, sauf que Russell et Sainz l'ont fait sur un virage qui est assez lent. Donc forcément, ça n'a pas de grande... ça n'a pas de grande implication derrière. Et c'est aussi la première chose que j'aimerais dire. Il ne faut pas juger, même si je l'ai peut-être fait aussi par le passé, mais il ne faut pas juger la pénalité qu'on va attribuer à un pilote pour ce qui se passe ensuite dans l'incident, si vous voulez ce que je veux dire. C'est un peu comme Grosjean, en 2012 à Spa-Francorchamps, on lui tombe peut-être dessus parce que derrière c'est un accident incroyable, parce qu'Alonso manque de se faire couper en deux, tout ça. Mais il ne faut pas, c'est pas parce que Verstappen va ensuite avoir un terrible accident qu'il faut tomber sur Hamilton, demander des courses de suspension, comme ça a été le cas par Helmut Marko. Mais enfin, en même temps, si Helmut Marko restait dans la décence, je pense que ça se saurait. Donc, il faut simplement juger voilà, l'incident lui-même en se disant qu'est-ce qu'on aurait donné, voilà, faut prendre en compte le virage et tout ce genre de choses. Donc au final, 10 secondes de pénalité, ça prouve quand même que les commissaires sportifs ont estimé que Lewis Hamilton était quand même fautif dans l'incident, très clairement, et je peux pas non plus totalement leur donner tort. Si on doit trouver un coupable entre les deux, pour moi c'est Hamilton, parce que c'est lui qui s'ouvre, c'est lui qui est derrière, même s'il le dit, il est devant. Ça, c'est une défense de pilote qui, pour moi, ne fonctionne pas, c'est-à-dire que il est devant, il est devant, il a peut-être son museau qui est 3 cm devant, mais il n'est pas dans une bonne position pour prendre un virage de manière correcte. Et à ce moment-là, il aurait pu juste foutre Verstappen encore plus dehors en disant c'est pas grave, de toute façon j'étais devant. Ça, c'est pas une bonne manière de procéder. Donc je pense que la direction de course a pris la bonne décision. C'est dommage évidemment que ça se termine comme ça pour les deux pilotes et que ça se termine dès le premier tour. J'ai eu d'ailleurs vos commentaires dans le chat disant oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué comme des dératés? C'était le premier tour, il en restait 52 derrière. Alors oui, mais d'un autre côté, on sait aussi qu'une fois qu'on est dans les turbulences, à Silverstone, c'est pas si simple. Et là, en plus, on avait la même montre pneumatique, ça aurait pu... Hamilton a très clairement vu hier, en fait, pendant 17 tours, c'est aussi l'un des intérêts de la qualif sprint, il a vu pendant 17 tours que derrière Verstappen, il pouvait rien faire, il pouvait pas revenir. Il voulait pas que ça se répète aujourd'hui dans le premier relais de ce Grand Prix. Donc, je peux tout à fait comprendre que les deux, se disent c'est parti, on va tout tenter, et c'est tout à fait normal. Et c'est bien aussi de voir des pilotes qui ont été capables de tout mettre on the line, comme disent les Américains, et les Anglais, ils disent nous on met tout, et puis on ressort du virage. Et à ce moment-là, en fait, c'est un peu comme ce que disait l'ancien vainqueur des 500 Mediapolis, Alonso Junior, c'est de dire il y a un moment dans une course où, écoutez. Rien ne compte. C'est-à-dire que le prize money ne compte pas, être derrière son adversaire, tout ça ne compte pas. Il disait même la vie ne compte pas. Ce qui compte simplement, c'est de gagner. Et je pense qu'à ce moment-là, on était dans cette configuration entre les deux. Tout ce qu'il voulait, c'était gagner le Grand Prix. Ça a bien tourné pour Hamilton et ça a mal tourné évidemment pour Verstappen. C'est un incident de course plus. Je dis quand même qu'il ne faut pas se mettre dans le côté de dire Lewis Hamilton devrait être banni, ce qu'il a fait c'est une tentative d'assassinat. Non, faut arrêter de lancer des bêtises pareilles. Il faut simplement se dire que ce sont des choses qui arrivent. Ça aurait pu arriver hier aussi, quand on voit la défense, tout ça. Hier c'était quand même très chaud déjà à plusieurs endroits. Ça aurait pu arriver plusieurs fois dans le premier tour aussi. C'est arrivé finalement à Copse, le virage le plus rapide du circuit. Voilà, c'est bien dommage, mais... c'est un tournant du championnat. En tout cas, ça c'est une certitude. On espère de toute façon que ça va aller pour
pour Max Verstappen. Et puis Lewis Hamilton derrière ça, il se retrouve évidemment en deuxième position derrière Charles Leclerc. Et dans ce premier relais, on a quand même l'impression qu'il a fait un peu ce qu'il a pu. Et j'avoue que quand on a appris la pénalité de 10 secondes et que j'ai vu qu'il n'arrivait pas à totalement dominer Charles Leclerc et qu'il est resté même derrière, je me suis dit, bon, ça va quand même devenir très compliqué pour la victoire. Et puis ce deuxième relais, il a réussi à vraiment faire prendre vie à ses gommes, et avec ses pneus hard, il est revenu très 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 fort. Et donc vraiment, chapeau à Lewis Hamilton tout de même. Je sais que pour beaucoup c'est très compliqué de pouvoir lui dire bravo sur cette victoire vu les circonstances du départ, mais si on regarde juste la course qu'il a faite, avec peut-être encore des petits dégâts, même s'ils ont pu un peu les réparer sous drapeau rouge, franchement, faut le dire, Lewis Hamilton a fait du super boulot aujourd'hui, et il va chercher une victoire qui est ultra importante, outre même l'accident de Verstappen. C'était vraiment très important de gagner dans son jardin à Silverstone, de dire écoutez, on est toujours là pour le titre, il l'a dit d'ailleurs à la radio, merci, continuez de pousser parce qu'on peut aller faire quelque chose, et forcément, tout ce qui s'est passé au premier tour fait que ça remonte au niveau du championnat, et le championnat est maintenant beaucoup plus serré, alors qu'on s'approche toujours, bien sûr, de la pause estivale qui va arriver après le prochain Grand Prix, au niveau du Hungaroring en Hongrie. Donc vraiment, voilà, faut dire, c'est assez fou ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est assez peu commun, mais voilà, il faut le noter comme tournant de la saison, et il faut saluer Lewis Hamilton pour un très joli Grand Prix, où on a senti quand même dès vendredi, voilà, ça allait mieux pour Hamilton, alors qu'on avait quelques courses difficiles et quelques victoires consécutives pour Red Bull. L'hémorragie est stoppée maintenant pour Lewis Hamilton et pour Mercedes, il va falloir continuer évidemment là-dessus. Majorité de personnes dans la totalité de Leclerc et Ferrari, bien évidemment, on aurait adoré que ce soit la première victoire de Ferrari depuis Singapour 2019, il s'en est fallu de peu finalement, et c'était à 2 tours de la fin que ça s'est joué, cette affaire. Donc voilà, et Manu qui nous dit Horner toujours aussi mesuré, il a envoyé un rival à l'hôpital, c'est une victoire vide. Voilà, bon, ça, on le dit de toute façon depuis plusieurs semaines, il y a toujours aussi une lutte des mots entre Red Bull et Mercedes. On sait que Red Bull les manie quand même de manière assez particulière, ces mots. Et donc là, évidemment, ils vont s'en donner à cœur joie, et c'est bien normal d'une certaine manière. Ça va être une ambiance dégueulasse jusqu'à la fin de la saison, faut pas s'attendre à moins. Mais voilà, c'est aussi un petit peu ce qui fait partie de la F1, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on regarde aussi la Formule 1, parce que les luttes en piste vont être énormes, mais que autour, tout ça va être magnifié, va être gigantesque. Autant vous le dire, demain dans le Grand Prix, à partir de 20h30, on va parler de quoi pendant les 3 quarts du temps? On va parler de l'accident et de l'accrochage, et des conséquences, et de ce qui s'est dit, des petites phrases de l'un et l'autre. C'est normal, c'est évidemment ça aussi la Formule 1. En Formule 1, ce qui se passe en dehors de la piste est aussi important de ce qui se passe sur la piste, et c'est pas le cas évidemment dans toutes les disciplines des sports mécaniques. Mais voilà, en tout cas, et on le voit, je regarde par exemple actuellement, voilà, le nombre de viewers que vous êtes très nombreux bien sûr, parce que ça va faire parler, parce que ça a intéressé pas mal de monde, et que ça va cristalliser les débats pendant les jours à venir, bien sûr, cet accrochage entre les deux leaders du championnat, et Lewis Hamilton qui s'en sort vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, vainqueur à domicile, victoire extrêmement importante pour Lewis Hamilton, qui revient maintenant à 8 points seulement de Max Verstappen en tête du championnat, et beau retour aussi de Mercedes qui revient à 4 points de Red Bull, puisque les Red Bull n'ont pas marqué de points aujourd'hui, et que Mercedes a fait 2 voitures sur le podium en première et en 3e place. Alors, Raijin qui nous dit la question que je me pose personnellement, comment ça a psychiquement affecté Verstappen. C'est vrai que ça ne va pas être facile, et il va falloir voir justement dans les prochaines courses comment ça va se remettre pour Max Verstappen. Je pense que le garçon est quand même assez solide mentalement, et que ça pourrait quand même aller bien, mais c'est vrai que c'est peut-être pas si mal finalement que la pause estivale arrive après le prochain Grand Prix, parce que plusieurs courses de suite auraient peut-être pu être un peu compliquées, mais la prochaine course c'est dans 2 semaines, c'est du côté de Budapest, donc déjà il a 2 semaines pour se remettre, 1 semaine et demie bien sûr avant les essais du vendredi, et puis ensuite c'est la pause estivale jusqu'à Spa-Francorchamps fin août. Donc vraiment on va falloir voir ce que ça va donner pour Max Verstappen. On reparlera de lui un petit peu plus tard bien sûr, puisque je vous rappelle on va faire l'ordre de l'arrivée, avec donc la 2e place pour Charles Leclerc. Il nous aura fait rêver, Charles, encore une fois, un très beau départ, mais ça on commence aussi à en avoir l'habitude après une très belle séance qualif vendredi et une belle qualif sprint vraiment, donc c'était très très bien ce qu'il a fait, Charles Leclerc. Il a fait la course parfaite, avec ses petits problèmes en plus, petits problèmes de moteur de temps en temps, petites alertes toujours. Il a fait la course qu'il fallait faire. Malheureusement, Hamilton a été extraordinaire sur le 2e relais au niveau de rythme, et Charles Leclerc n'a malheureusement pas pu aller chercher ce succès qu'il cherche depuis près de 2 ans maintenant, cette nouvelle victoire, cette 3e victoire en Formule 1, mais superbe travail encore une fois de Charles Leclerc, qui décidément porte la Scuderia sur ses épaules, même si Carlos Sainz fait
fait de belles performances à côté aussi, mais superbe. Superbe encore une fois Charles Leclerc, et ça a fait plaisir, je trouve, de voir une Ferrari compétitive, parce que honnêtement, on voyait les mots notamment de Lando Norris hier, qui disait, après la qualif sprint, il disait, bah écoutez, oui, effectivement, être bloqué derrière Alonso les premiers tours, ça n'a pas aidé, mais les Ferrari étaient largement au-dessus de nous en rythme, ce qui fait que de toute façon, il n'aurait pas pu aller chercher la 4e place de Charles Leclerc. Donc ça, je pense que c'était important pour la Scuderia, c'est de voir que ils ont été très très bons en rythme, ils étaient largement 3e force du plateau sur le week-end. Le petit problème avec Ferrari, c'est qu'on a un manque de constance assez terrible, et donc le souci, c'est qu'on ne peut pas forcément arriver sur un week-end en disant les Ferrari seront bien ou les Ferrari ne sont pas bien, parce qu'on ne sait juste pas du tout à quoi ça va ressembler. Un week-end de Ferrari, c'est un petit peu le souci, c'est que cette voiture a l'air quand même assez pointue, et elle ne délivre pas les mêmes performances, les mêmes prestations sur les mêmes types de circuits. Donc c'est encore à voir pour Charles Leclerc, mais on l'a retrouvé encore en tête, on l'a retrouvé leader pendant très longtemps, il se fait passer au 50e tour, ce sont des choses qui arrivent, mais je pense qu'il n'a pas du tout de quoi être déçu de la prestation qu'il a proposée. Il a de quoi être déçu évidemment du résultat, c'est normal. Le résultat a été terrible, on l'a entendu à la radio, il était dépité, et je peux le comprendre parce qu'il touchait cette victoire du bout des doigts, mais il n'y avait rien à faire face à Hamilton qui a fait un deuxième relais incroyable, et vraiment il a déroulé alors qu'il s'était retrouvé loin évidemment après cette pénalité de 10 secondes. Je rappelle aussi, c'est toujours utile bien entendu, parce que c'est une question qu'on peut se poser, et Lewis Hamilton ça a été posé même à la radio lors de l'un des précédents Grands Prix où il avait une pénalité. Quand tu as une pénalité en seconde comme ça, tu es obligé de la purger à ton arrêt au stand, et tu ne peux pas la purger, tu ne peux pas demander en fait à ce qu'elle soit ajoutée à la fin du temps de course, parce que c'est arrivé évidemment, si par exemple Hamilton avait eu la pénalité au 47e tour, on aurait simplement ajouté 10 secondes à son temps de course. Ici, comme il avait encore un arrêt au stand à effectuer, il était obligé de faire un arrêt au stand avec donc les 10 secondes supplémentaires. Ça, c'est vraiment un point de règlement qui est très important à signaler. Et ça fait perdre un peu plus de temps, parce que n'empêche, il y a les 10 secondes, puis tu as le petit temps de réaction pour changer les roues. Voilà, c'est quand même, je pense quand même que ça fait perdre un peu plus de temps, ne serait-ce qu'en plus les voitures continuent à fond. Bien évidemment, puis tu repars dans le paquet. C'est mieux évidemment de prendre la pénalité en fin de course. C'est pour ça qu'Hamilton avait râlé notamment. Hein. Un jour, il avait dit, écoutez, pourquoi on la fait pas à la fin de course? On lui a dit, écoute, on n'a pas le choix, parce qu'évidemment, c'est mieux pour un pilote de pouvoir faire sa course à fond et d'avoir le temps qui lui est ajouté par la suite. Mais en tout cas, encore une fois, grand coup de chapeau à Charles Leclerc, beau deuxième de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, et Ferrari n'est pas encore tout à fait de retour, mais c'est très positif, et on va espérer pour eux qu'ils puissent se concentrer très fort sur la voiture 2022 et sortir une bonne monoplace. Valtteri Bottas termine 3ème. Bon, chez Master nous dit, les consignes d'équipe, je déteste ça. À un moment donné... Comment expliquer ça? Comment expliquer mon point de vue? Si Valtteri Bottas ne veut pas être la cible de consigne d'équipe face à Lewis Hamilton, il a qu'à mieux rouler et être plus rapide. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à Silverstone avec 60 points de retard sur son équipier, on lui met pas de consigne d'équipe. Mais à un moment donné, Hamilton revenait comme un boulet de canon, il pouvait aller chercher la victoire et il va la chercher. C'est tout à fait normal de mettre des consignes d'équipe et de laisser Hamilton passer. Bottas a été, il a été en fait très passif encore aujourd'hui. Il se fait passer par Leclerc au départ, au premier départ. Il se fait passer par Norris au deuxième départ. Donc de toute façon, à partir de ce moment-là, sa course était fichue. Il ne pouvait pas en espérer grand-chose. Il se retrouve quand même 3ème. Preuve quand même que la Mercedes était très très bonne, hein. Bien évidemment, sur ce circuit. Mais voilà, au moins, encore une fois, Bottas, il n'a pas fait non plus un Grand Prix exceptionnel, mais il ramène la voiture, il ramène 15 points à l'équipe, c'est important. Ça permet à Mercedes de quasiment reprendre la tête du championnat des constructeurs. Il est juste là pour faire ce qu'on lui demande. Et c'est bien de le revoir sur le podium. Voilà, un Grand Prix calme et tranquille. Ça faisait longtemps pour Valtteri Bottas et c'est très bien. Et maintenant, il faut qu'il continue sur cette bonne dynamique au prochain Grand Prix. Oui, effectivement, il fait 16 points en plus sur ce week-end, puisqu'il y a eu évidemment le point qu'il a obtenu hier en qualif sprint. Lewis Hamilton marque en fait 27 points sur le week-end, bien évidemment. Et Max Verstappen lui en marque tout de même 3 malgré son abandon au premier tour. Donc tout n'est pas totalement perdu, bien sûr. Mais ça fait un 27-3 quoi, finalement entre Hamilton et Verstappen sur ce week-end. Mais voilà, Bottas, pour moi, il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que il a fait ce qu'il a pu après des départs moyens, et ça c'est peut-être le point sur lequel il faudra un petit peu travailler, bien sûr, mais c'est assez compliqué. Lando Norris 4ème devant Daniel Ricciardo, hein, les McLaren qui ont très bien fonctionné ce week-end et qui finissent 4 et 5. Elles ont maximisé encore une fois les opportunités qui se présentaient à elles, à partir du moment où devant vous avez 3 équipes. Techniquement, vous terminez 7 et 8. Hein, parce que très clairement, il y avait 3 équipes qui étaient au-dessus des McLaren ce week-end. Vous terminez donc 7 et 8. T'enlèves Verstappen, t'enlèves Perez, t'enlèves Sainz.
bah, tu gagnes 3 places et tu finis 4 et 5. C'est normal, je pense qu'il n'y a pas de, y a pas de surprise là-dessus. Dommage, évidemment, l'arrêt de 6 secondes de Lando Norris. Ça aurait quand même pu être mieux pour le jeune Britannique qui reprend la 3e place du championnat des constructeurs, des pilotes, pardon, tout de même. Hein. Donc c'est une bonne opération pour lui. Mais voilà, c'est vrai que cet arrêt au stand loupé, c'est dommage parce qu'il y avait quand même un joli rythme de la part de Lando Norris. Il y a quand même un bel écart avec Daniel Ricciardo, hein, 14 secondes à l'arrivée, donc Ricciardo, j'ai envie de dire quand même qu'il y a du positif sur ce week-end. Il s'est bien débrouillé en qualif, puis en qualif sprint. Il termine 5e ici. Il n'a pas fait non plus une énorme impression, mais il a tenu Carlos Sainz derrière lui avec une voiture qui a été quand même plus rapide, donc bien joué. Bien joué Daniel Ricciardo qui s'est retrouvé effectivement bloqué un peu par Fernando Alonso. C'était pas simple au début de course, mais voilà, pour moi, il fait quand même un beau Grand Prix l'Australien et c'est une course qui va mettre du baume au cœur, je pense, à Daniel Ricciardo parce que c'était voilà, vraiment très compliqué depuis quelques courses et principalement en Autriche. Hein. Encore une fois, en France, il fait un bon Grand Prix. Et puis ensuite, les 2 courses en Autriche, ben, c'est juste compliqué pour lui. Il a pu se reprendre et ça fait plaisir. Et c'est important, je pense, pour Daniel Ricciardo de se reprendre sur un circuit en plus comme Silverstone, qui est un peu un juge de paix. Si tu as des difficultés ici, en général, elles sont magnifiées par le côté rapide du circuit. Donc là, c'est très beau. Ce qui fait Daniel Ricciardo avec cette 5e place. McLaren a fait le plein de points, 22 points marqués ce week-end. C'est important, et, évidemment, pour l'équipe. Et il conserve bien sûr la 3e place du championnat des constructeurs, bien entendu. La 6e place pour Carlos Sainz. Carlos Sainz, décidément, il aura dû nous en faire des remontadas, hein, parce que vraiment, ça commence déjà mal, bien sûr, en qualification sprint, puisqu'il s'est retrouvé en toute fin de peloton après le contact avec George Russell. Il remonte déjà une jolie 11e place. Et il continue en début de course, en fait, cette belle remontée. Je l'ai trouvé incisif, je l'ai trouvé agressif, je l'ai trouvé à l'aise avec sa monoplace, donc c'était très positif. Puis on s'arrête au stand, on fait un arrêt de 12 secondes 3. Clairement, sans cet arrêt loupé, je pense qu'il joue la 4e place avec Lando Norris. Hein. Malheureusement, il termine 6 derrière Ricciardo, donc je pense qu'il y aura quand même une désillusion un peu de son côté, Carlos Sainz. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Mais lui n'a pas à rougir de son week-end. Merci Manu pour l'info, 2 points donc, sur le permis de Lewis Hamilton, qui commence un peu à les accumuler, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, Sainz, c'est un peu comme Leclerc, il n'a pas à rougir de sa prestation ce week-end, mais il va pouvoir quand même ruminer un petit peu la malchance et le problème donc au stand, malheureusement, qui lui a fait donc faire un arrêt de plus de 12 secondes. C'était assez compliqué. Fernando Alonso qui termine 7ème. Ah, la casquette de la mauvaise foi va me faire dire qu'il a été grande Fernando, évidemment. Mais c'était super. Et franchement, j'adore le voir comme ça. J'adore le voir agressif, bagarreur. Bien sûr, on a beaucoup parlé, notamment hier chez l'ami Mick de Formule Blabla, hier de début de course incroyable qu'il nous a offert en qualif sprint. Il a encore été pas mauvais du tout, hein, sur ce Grand Prix. Et franchement, Alonso... c'était beau parce que j'étais déçu, moi, de voir encore cet arrêt au stand, 5 secondes 6, arrêt raté. Mais tout de suite, il se retrouve derrière Stroll et il le repasse, quoi. Et ensuite, il le garde derrière. Et il a été toujours très incisif, très combatif. Et il fait oublier, en fait, Esteban Ocon. Alors qu'Ocon ne fait pas un mauvais week-end, il y a 9. Hein, 7 et 9 pour Alpine, c'est un bon week-end, bien sûr. Mais Ocon passe pour quelqu'un de transparent à côté d'Alonso qui, ce week-end, a vraiment surclassé le niveau image un peu tout le monde parce qu'il était incisif, parce qu'il était agressif, il se battait, il faisait des zigzags, machin, il prend beaucoup de place en fait, Fernando Alonso dans une équipe, mais ça continue d'être le retour pour l'instant très positif, vraiment très positif pour Fernando Alonso, et ça fait plaisir évidemment de le revoir comme ça, tout comme ça fait très plaisir de revoir Esteban Ocon qui n'était pas largué en qualif, qui fait une qualif sprint ma foi correcte et qui fait un Grand Prix où termine 9ème. On lui a changé le châssis. Ça fonctionne maintenant après le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix de Styrie où il a été nulle part, il a été inexistant, bien sûr, mais par contre, voilà, ce week-end, il est revenu à un bon niveau. Il faut qu'il continue sur cette bonne dynamique, et ils prennent donc les pilotes alpines, ils prennent en sandwich Lance Stroll qui lui aussi, c'est important d'être bien sur ce week-end. Il fait encore un excellent début de course, il remonte très bien, et voilà, il a tenu la baraque pour Aston Martin avec cette 8ème position. On aurait peut-être pu espérer un peu mieux pour le Grand Prix à domicile d'Aston, mais en tout cas, voilà, il y a au moins des points à la clé. Et Stroll a été solide ce week-end, et lui aussi, c'est un pilote qui avait besoin de retrouver un peu de la confiance après des courses un peu compliquées. Yuki Tsunoda 10ème devant Pierre Gasly. Dommage, hein, Pierre Gasly, cette crevaison en toute fin de course. Mais Yuki Tsunoda marque un point, c'est toujours bien. Encore une fois, je vous parlais il y a 8 secondes de confiance pour Lance Stroll. Yuki Tsunoda, c'est aussi un pilote qui a besoin de confiance, et c'est très bien. 10ème, un point, il n'a pas fait
de vagues ce week-end. Il n'a pas non plus fait une qualif sprint extraordinaire, donc il a pu bien remonter. Il s'est arrêté très tard d'ailleurs pour changer de pneus. Et voilà, au moins il termine dans le top 10, dans les points. C'est bien évidemment, il aurait sans doute pas été là hein, si Gasly n'avait pas eu son souci, mais en tout cas, au moins il a pu faire le travail, le jeune pilote japonais, et terminer avec un point dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Pierre Gasly aussi qui a fait du bon boulot hein, tout le week-end, même si honnêtement il l'a dit hier, la qualif sprint il n'a pas bougé de place, et il avait juste pas de rythme ce week-end, elles étaient un peu décevantes les AlphaTauri par rapport à ce qu'on a pu un peu, voir précédemment. Mais en tout cas, voilà, au moins, ça fait 10 et 11, ça maximise les opportunités, alors que, voilà, derrière, autour d'eux, tout se passait très mal pour pas mal de monde. Mais en tout cas, eh bien, les AlphaTauri répondent présentes et ramènent un point. Sur ce week-end, George Russell 12e, c'est terrible. J'ai l'impression vraiment que George Russell, il y a une malédiction qui vraiment se met sur lui, parce qu'il a enfin terminé dans le top 10 avec une Williams en course. Manque de bol, c'était la course qualificative d'hier. Je suis, ça me désole tout autant que vous. Et là, c'est 12e, malheureusement pour George Russell. La 12e place, voilà, hein, c'est vraiment compliqué en rythme de course pour cette voiture. Et il a encore fait tout ce qu'il a pu. Et il termine encore dans des alphas et tout ça, c'est pas mal. Mais je pense que c'est ça, hein, Manu. Je pense que sur 52 tours, même hier, c'était compliqué pour lui de tenir ce qu'il fallait. Bien sûr, alors évidemment, hein, pénalité pour Russell sur cette grille de départ. Hein, il part 12, ça c'est évidemment dommage. Il part 12, il finit 12, mais il aurait pu espérer un peu mieux, je pense tout de même, l'ami George Russell. Mais il faut continuer de pousser, et je pense que c'est très positif. Il a un état d'esprit qui est très positif en fait actuellement. Ce qui continue, il travaille d'arrache-pied, il se donne à 110% au volant de cette voiture. Et si ça doit marcher, ça va marcher. Et si ça va marcher, il marquera des jolis points et ça sera formidable. Il faut qu'il continue quand même de prendre des bons départs. Mais après, j'ai envie de dire, c'est compliqué parce qu'on pourrait toujours dire évidemment qu'il devrait travailler sur ses départs parce qu'il n'en prend pas un bon depuis 2019 avec la Williams. Mais encore une fois, il a pris un bon départ peut-être dans sa carrière et c'est le départ qui lui a permis de prendre la tête à sa carrière avec la Mercedes. Donc, je sais pas si c'est pas tant finalement la voiture que lui le problème, en fait, les amis. C'est peut-être ça le plus gros souci chez Russell pour ses départs. Bon, alors par contre, là, Giovinazzi, Latifi, vous m'excuserez, j'ai pas grand-chose de noté pour eux. Hein, voilà, ils finissent 13 et 14. Voilà, merci d'être là, hein, les amis, toujours. Mais bon, Giovinazzi et Latifi, voilà, ils font pas de vagues, ils sont là, ils ont roulé, ils ont fait leur Grand Prix, ils sont contents. Ils ont fait leur Grand Prix hors qualif sprint hier, voilà, bon, pourquoi pas. Kimi Raikkonen 15e. Alors le père Kimi, déjà je pense qu'il va vraiment essayer de demander à tout le monde de continuer de mettre des qualifs sprint à chaque Grand Prix parce que c'est là qu'il excelle comme d'habitude. Il nous a reproduit sur les 2 premiers jours du week-end, il nous a reproduit un schéma traditionnel du samedi-dimanche, c'est-à-dire que en qualification, il est nulle part et il se fait éliminer en Q1. Et puis une fois qu'on est en mode course, il remonte tout le monde et il s'était retrouvé 13e. Bon, bravo Kimi. Alors on pouvait même espérer qu'il continuerait de faire des belles perfs, et il l'a fait, mais alors par contre, ça s'est mal fini avec l'accrochage avec Sergio Perez. Je l'ai trouvé en fait quand même assez incisif, parce que Kimi Raikkonen, on peut dire depuis une bonne année maintenant qu'il est là. Ça avait l'air d'être un peu un hobby, c'est-à-dire qu'en piste, il est là, il fait ses petites balades, voilà, merci beaucoup. Bon. Mais par contre, aujourd'hui c'était tout l'inverse. On a revu un Kimi Raikkonen hargneux, qui se battait avec Sergio Perez alors qu'il y a 8 divisions d'écart avec les voitures, il continuait. Et puis finalement, on a un peu retrouvé le Kimi Raikkonen de l'Autriche sur l'incident avec Perez, où là, il force à un endroit où il n'y a pas forcément la place pour forcer. Après, vu où il se touche avec Perez, je me dis que Perez n'a pas de raison de fermer la porte tant que ça. Donc c'est pas complètement la faute de Kimi sur ce coup-là pour moi. Mais voilà, ça fait plaisir un peu. Enfin, ça fait toujours rire hein, de voir Kimi dans ce genre d'incident, je sais pas, t'as l'impression que ça n'arrive qu'à Kimi Raikkonen en fait. C'est assez drôle, mais voilà, bon, finalement, ça se termine pas dans les points, ça aurait pu, hein, pour Raikkonen, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'en voilà un encore qui va adorer le concept de Cave Sprint, qui va revenir à Monza, et potentiellement Interlagos si le Grand Prix du Brésil a lieu, ou à mon avis, la 3e tentative sera faite ailleurs, peut-être à Abu Dhabi ou ailleurs, mais je pense quand même qu'on aura 3 Cave Sprint cette saison, comme c'est prévu dans la volonté de la FIA et de la FOM. Sergio Perez qui termine 16e, évidemment, hein, des illusions au niveau du résultat, mais par contre il a fait tout ce qu'on lui a demandé chez Red Bull, il a empêché Hamilton et Mercedes de marquer un point supplémentaire pour le meilleur tour. C'est parfait. Maintenant, bon, c'est sûr que voilà, hein, l'incident d'hier ne plaide vraiment pas en sa faveur. Ici, il remonte très bien en début de course. Il l'arrête très tôt alors qu'il était parti en hard, ça j'ai pas compris.
Et puis il l'arrête une deuxième fois. Là, j'avoue que j'ai pas tout à fait compris la stratégie de Red Bull. Est-ce qu'on voulait tenter d'être vraiment le poil à gratter Je sais pas, c'est vraiment particulier. Ce qui reste, c'est qu'il n'a pas fait un bon week-end et qu'il va falloir quand même se reprendre pour Sergio Pérez. On peut espérer qu'en Hongrie, ce sera le cas, puisque la Hongrie, c'est quand même un circuit, un tourniquet où la Red Bull devrait bien convenir à cette piste. Mais par contre, comme Mylène, moi je n'ai rien compris à cette stratégie de Sergio Pérez et à la stratégie de Red Bull. Bon, ça finit 16ème, ça aurait pu finir. Voilà, et je pense que Red Bull, il aurait fini 6 ou 14 ou quoi, ils en auraient rien eu à faire. Eux, ils voulaient simplement empêcher Mercedes de marquer le plus de points possible. Et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant parce que quand il s'arrête une deuxième fois, Pérez, il le fait quand même alors qu'il est en 9ème position et il remonte tellement, on pense qu'il va refaire dans les points, mais chez Red Bull, on se dit pas, allez, on va essayer de gratter le plus de points possible pour les championnats. On se dit non, on leur enlève un point, c'est pas grave, il marquera pas de points, mais c'est pas important. Il y a une question de mentalité, je pense, là-dedans, qui est assez particulière. Bien sûr, ça vraiment, c'est assez particulier pour Sergio Pérez et pour sa course, mais ce qu'il faut dire, il fait une grosse faute hier, il n'a pas été dans le rythme le week-end. Petit avertissement quand même pour Checo. Merci Miles Developer pour les 100 bits et merci aussi pour l'abonnement que tu as offert à Mylène et exactement à tes souhaits Tatif, tout à fait. T'as raison, c'est fou, hein, ça s'entend fort ici. Hein, c'est pourtant ce gigantesque appartement de 600 mètres carrés. Non, c'est malheureusement pas ça. Ne me commencez pas à me dire en message privé que la Twitch Money permet d'acheter des énormes appartements. C'est faux, bien entendu. 17 et 18, les deux As, Nikita Mazepin, Mick Schumacher. Bah écoutez, ce qui est à signaler, c'est que Nikita Mazepin termine devant Mick Schumacher. C'est pas arrivé souvent cette saison, donc on va pas bouler notre plaisir dans le clan du pilote russe. Sébastien Vettel qui abandonne, problème à la fin de la course malheureusement, et puis ce tête à queue au restart, hein, ça c'était vraiment dommage. Bien sûr, on a pendant quelques secondes comme ça retrouvé le Vettel de chez Ferrari, donc forcément derrière la course était très compliquée pour le pilote Aston Martin, qui partait pas mal en plus, hein, il a pas fait une mauvaise prestation hier en qualification sprint. C'est dommage, c'est vraiment bête parce que quand on voit où termine Lance Stroll, il y avait peut-être moyen de faire une belle prestation pour Sébastien Vettel aujourd'hui. Malheureusement, tête à cœur début de course. Et puis de toute façon, tout cela s'est terminé au 41e tour sur un abandon dont a évidemment également été victime Max Verstappen. On rappelle, Max est parti à l'hôpital après son gros crash. Il se plaignait un petit peu de sensation de légèreté dans la tête, on va dire ça comme ça. Il était un petit peu, un peu patraque, on va dire, Max Verstappen, donc on va à l'hôpital juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros dégâts ou en tout cas de commotion cérébrale pour le pilote néerlandais. On espère bien sûr qu'il sera de retour en piste dans 2 semaines pour le Grand Prix de Hongrie, un Grand Prix de Hongrie où il est en général très bon et où il excelle, hein, Max Verstappen. On nous demandait d'ailleurs dans le chat tout à l'heure, est-ce qu'il y a déjà eu un gros crash comme ça qui le laisse sonner. Il y a eu évidemment bien sûr le crash, le crash à Monaco en 2015, on s'en souvient avec Romain Grosjean, mais là je pense qu'effectivement c'est la première fois qu'il s'en sort avec en tout cas un petit tour à l'hôpital bien évidemment, mais voilà, moi je pense quand même que l'incident était assez sévère. Alors quand je vois Chris Harris, qui est notamment un des présentateurs de Top Gear, qui est pilote aussi en GT3, qui dit un truc très intéressant sur Twitter. Il dit « Je ne sais pas d'où vient ces conneries de personne ne dépasse à Copse, ce virage à droite très rapide, c'est un circuit automobile. » Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, partir du moment où il y a un circuit automobile et que vous avez des lignes blanches, vous pouvez tenter de dépasser où vous voulez. Je veux dire, il y a pas, c'est complètement idiot de dire Hamilton n'aurait jamais dû tenter de dépasser là. Dans ce cas-là, on fait la parade et puis voilà. Donc moi, je trouve que Hamilton avait tout à fait le droit de tenter de dépasser à cet endroit-là. C'est pas le seul qui a tenté de dépasser. Et en plus, il retente de dépasser à cet endroit-là sur Leclerc en fin d'épreuve. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, mais je pense pas qu'il y ait eu honte à tenter de dépasser sur ce virage de Cobbs. Et malheureusement, ça s'est mal terminé pour Max Verstappen, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des guerriers, ce sont des compétiteurs, et il faut espérer maintenant quand même que ça aille bien pour Max Verstappen. Effectivement, j'ai entendu aussi la radio après le contact, on sent qu'il a été très 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 meurtri, et qu'il se sentait vraiment pas bien après cet accident, bien sûr, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, on l'a vu sortir de la voiture, et donc on peut maintenant qu'espérer le mieux pour Max Verstappen qui reste maintenant en tête du championnat, bien sûr, 185 points. 177 pour Lewis Hamilton, donc ça s'est rapproché. Lando Norris 3ème maintenant,
113 points. 4e place pour Valtteri Bottas devant Sergio Perez. Charles Leclerc est 6e du championnat avec 80 points devant Carlos Sainz. Daniel Ricciardo est 8e devant Pierre Gasly et Sébastien Vettel. Fernando Alonso est maintenant en 11e position devant Lance Stroll. Esteban Ocon 13e, Yuki Tsunoda 14. 15e place pour Raikkonen, 16e place pour Giovinazzi, 1 point pour les deux pilotes Alfa Romeo, et puis ensuite derrière, on a George Russell, Mick Schumacher, Nicolas Latifi, Nikita Mazepin à 0 points. Au niveau du classement constructeur, ça fait 289 points pour Red Bull, 285 pour Mercedes, plus de 4 points d'écart, 163 pour McLaren en 3e position, 148 pour Ferrari 4e, AlphaTauri qui est 5e maintenant du championnat, toujours, devant Aston Martin, il y a 1 point d'écart, et Alpine est à 9 points d'AlphaTauri, donc la lutte pour la 5e place est vraiment engagée. 8e place pour Alfa Romeo, toujours avec 2 points. Et puis Williams et Haas qui n'ont pas de points, toujours pour le moment. On se retrouve dans 2 semaines en Hongrie, bien sûr. J'en profite parce que vous avez été très nombreux aujourd'hui à suivre ce débriefing. Restez évidemment à l'écoute de cette chaîne Twitch et aussi de la chaîne YouTube Le Paddock, puisque demain soir, 20h30, on se retrouve également chez les amis de Next Gen Auto et donc sur Twitch pour Grand Prix. C'est votre émission 100% Formule 1. On va revenir sur tout ce week-end de Silverstone pendant 1h30. Et puis on se retrouve jeudi pour le Racing Café. On reviendra évidemment bien sûr sur la course entre les deux prétendants au titre et on reviendra sur tout ce qui s'est passé ce week-end, le WRC, le WEC, tout ce qui s'est passé donc et tout ce qui va se passer le week-end prochain, toutes les news du monde des sports mécaniques. C'est à chaque fois à 20h30 lundi comme jeudi. Et puis bien sûr, on se donnera rendez-vous pour un nouveau débrief après le Grand Prix de Hongrie et Khaled McGregor continuera sa carrière sur F1 2021 bien sûr. On verra, ce sera sûrement vers 17h, 17h30 comme d'habitude. J'aime bien ce petit horaire avant de manger une petite bataille avec Khaled McGregor, c'est toujours chouette. On parlera Formule 2 dans le Racing Café. Par contre, je laisserai mes amis en parler parce que moi je vous avoue que j'ai pas du tout suivi la F2 ce week-end. Merci beaucoup les amis d'avoir été présents et on se retrouve, écoutez du coup je vais même directement changer la scène de fin du Racing Café parce que non, il ne revient pas dimanche à 18h30 mais il revient évidemment jeudi à 20h30 le Racing Café. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. Merci aussi pour votre bienveillance dans le chat et voilà pour ne pas avoir été insupportable et je pouvais évidemment compter sur vous. Merci beaucoup et à très bientôt. À demain 20h30. Ciao.